was amazed at the collaboration. We get so much done at SAP I/O. Working together with SAP and their customers builds incredible momentum and power for us to scale up. In a very short time, we can create new ideas with collective insight. Interaction with the startup was very efficient. Today we discuss new ways to envision an innovative future for my company. L'objectif commun pour SAP et nous, c'est bien évidemment d'apporter de l'innovation à nos clients. I'm very excited to build a strong relationship with the green tech founder I met in SAP. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être présents ce soir pour ce démo day de SAP I/O Foundry ici à Paris. Alors un petit peu de contexte, SAP I/O et Alexa reviendra sur qu'est-ce qu'est SAP I/O, mais c'est l'accélérateur de start-up de SAP. Et on est à notre troisième cohorte, notre troisième programme. Et on est très heureux d'avoir orienté ce programme sur le sujet des green tech et de la sustainability. Donc vous allez pouvoir découvrir dans cette soirée, bien sûr, les 7 pépites que nous avons accompagnées durant ces 10 semaines et qui vont vous montrer la valeur qu'ils peuvent apporter au marché et comment elles peuvent aider les entreprises à vraiment travailler sur ce sujet qui est l'enjeu environnemental. Et avant ça, on aura l'avis d'experts qui viendront éclairer et nous éclairer sur ces enjeux, comment dans leur contexte, que ça soit l'entreprise, le côté fonds d'investissement ou dans une start-up à impact, comment elle voit ces enjeux environnementaux. Et ça sera, je l'espère, vraiment très intéressant. On va commencer tout de suite la soirée avec, et je vais demander à Alexa de venir me rejoindre pour nous parler un peu plus de SAP I/O. Merci Sébastien et merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui pour cette journée clé quand même et cet événement clé dans notre programme. Je vais consacrer quelques minutes à ceux qui ne connaissent pas SAP I/O et ce que SAP propose aux startups. Ça fait maintenant presque 3 ans que nous investissons dans les startups early stage, B2B, et les aidons à développer en fait leur business. On investit dans les startups grâce à un fonds et nous accélérons les startups au travers d'un network, d'un réseau d'accélération, des programmes d'accélération et des foundries à travers le monde. Nous avons 8 actuellement, 4 en Europe, 2 aux États-Unis et 2 en Asie. La valeur ajoutée pour les startups de ce programme est de 3 ordres. D'abord, nous donnons en fait accès aux mentors, aux experts SAP tout au long du programme. Deuxièmement, nous donnons accès aux technologies et aux API des SAP et aux collègues qui les aident en fait à intégrer leurs solutions avec les solutions SAP. Et troisièmement, c'est ce qui intéresse les startups le plus, c'est l'accès aux clients. SAP a entre-temps plus de 450 000 clients dans tous les secteurs, dans tous les domaines d'activité à travers le monde. Et nous donnons accès à ces clients pendant le programme. Depuis notre lancement dans cette belle aventure, il y a 3 ans, comme j'ai dit, nous avons travaillé avec plus que 200 startups
Et je suis ravie aujourd'hui de vraiment souhaiter la bienvenue à la famille SAP ou cette start-up que vous allez voir tout à l'heure pitcher. Il s'agit pour tous qui sont impliqués dans ce processus, ce programme, d'une collaboration gagnant-gagnant-gagnant ou win-win-win, comme on aime dire en anglais. Un bénéfice pour les startups qui, vraiment, avec SAP.io, ont une opportunité, vous allez l'entendre tout à l'heure, développer leur business et, en association avec SAP, peuvent gagner en crédibilité. Avec leur partenariat SAP, ils ont plus de crédibilité quand ils vont voir les clients. Un bénéfice pour nos clients, déjà, ils ont accès maintenant aux innovations de nos clients et aussi, ils peuvent profiter ainsi encore plus de leurs investissements dans les solutions SAP qu'ils ont déjà achetées. Et bien sûr, il y a aussi un bénéfice pour SAP. Non seulement nous avons avec Sébastien, Séverine et Sarah vraiment l'opportunité de travailler avec des entrepreneurs très passionnants, mais surtout, nous pouvons pour SAP développer un écosystème ouvert d'innovation supplémentaire autour de notre portfolio SAP. Et en même temps, ce qui est très important aussi, on reçoit du feedback sur les API, sur la technologie, qui nous aide à améliorer encore plus notre offre pour les clients et pour les partenaires. Avant que je termine, je souhaite saisir cette occasion aussi de vraiment remercier l'équipe. Il y a Sébastien, Séverine, que vous allez voir tout à l'heure, Sarah et toute l'équipe qui ont vraiment travaillé beaucoup pendant les derniers mois et aussi pour en fait cet bel événement aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous. Et aussi un grand merci aux 7 startups que vous allez voir. Je sais que ce n'était pas toujours facile. Il y a le business de tous les jours, mais aussi le programme que nous avons. Donc, merci pour votre précieuse collaboration. Merci. Donc, comme j'ai dit, c'est la fin, en fait. C'est un jour important, c'est la fin du programme. Mais aussi, on le voit comme un début. Un début, ou le début, en fait, d'un partenariat qui, j'espère bien, sera long et productif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexa. On va tout de suite enchaîner avec la table ronde. Et je vais demander tout de suite à Tine van der Bruyden de nous rejoindre, qui est la directrice des opérations de SAP France, et nos panélistes de nous rejoindre, Anne-Sophie Gervais de Raise. Oui, allez-y. Gérard Guinamant de Engie et Jean Moreau de Phoenix. Ouais. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui. Bonjour à tous et merci aux collègues au panel d'avoir accepté de partager votre expérience dans ce setting intime. Ce soir. Avant de vous donner la parole, ce qui est le but, je souhaite vous présenter à ceux qui ne vous ne connaissent pas encore. Et je commence par moi-même, Tine van den Bruyden, du pays, je suis étrangère ici à Paris, du pays où je viens, qui est le pays de Stromae, de Angèle, et par M. Brel dit comme le pays plat. On voit la France, certainement Paris, on voit comme un centre qui nourrit, qui fait développer des startups au niveau mondial. Et je tiens à ça parce que je crois qu'on a vraiment quelque chose qui se passe ici et j'espère d'avoir des preuves et des exemples de ça ce soir. Pour commencer, Gérard Guinamant, vous êtes Group Chief Data Officer chez Engie. Et Engie est connu comme un des leaders mondiaux sur la transition Zero Carbon. Et vous êtes engagé pour une croissance à impact positif. Anne-Sophie Gervais, la directrice ou la co-directrice fonds de donation Raise Sherpas au sein du groupe Raise. Vous vous occupez tout particulièrement de l'initiative David and Goliath, qui renforce la coopération entre les grands Goliaths, les grands groupes et les startups.
et Jean Moreau, CEO de Phoenix. Phoenix étant un start-up français créé en 2014 et labellisé entreprise solidaire d'utilité sociale, qui accompagne les entreprises, notamment la grande distribution, dans leur démarche de réduction du gaspillage et des déchets. Donc bienvenue et merci de vouloir partager. L'enjeu environnemental est indéniable. Les crises, comme on vient de les vivre en Australie, en Amazon, nous démontrent chaque jour qu'on doit agir, qu'il faut faire quelque chose. La semaine passée, à Davos, World Economic Forum était focalisé sur le Green Deal. SAP, hier, a annoncé ses bons résultats, mais a mis le focus sur le fait que pour 2025, on est sur le bon chemin pour être carbon neutral. Donc l'enjeu est là. Et nous avons tous, les entreprises, les pouvoirs publics, mais aussi les consommateurs, nous tous, nous avons un rôle à jouer que je voudrais éclairer ce soir avec vous. Donc, Gérard, peut-être d'abord, pour commencer. Les entreprises sont un maillon essentiel pour résoudre la crise environnementale. Comment Engie s'engage durablement dans cette transformation ? Alors, bonsoir plutôt à tous voilà. et toutes. Donc, effectivement, Engie est particulièrement au cœur, de par son métier, de par son histoire, est au cœur des questions environnementales et c'est même le cœur, je dirais, de la stratégie d'Engie, de la nouvelle stratégie d'Engie, d'être, comme vous l'avez dit, le leader mondial de la transition zéro carbone. Alors, ça veut dire quoi précisément pour un groupe comme Engie ? Ça veut dire une énorme transformation de business model qui est tractée finalement par deux grandes voies. La première, c'est la décarbonisation de nos assets de production. Puisqu'historiquement, on avait beaucoup d'assets à forte émission de CO2. Donc depuis 2016, nous avons lancé un grand programme de transformation de ces assets et avec une recomposition complète de notre mix énergétique en mettant l'accent très très fort sur les énergies renouvelables, que ce soit pour l'électricité, le vent, le solaire et l'eau et l'hydro, et pour le gaz aussi, le biogaz. Voilà, donc ça c'est le premier axe, c'est-à-dire qui consiste à dire il faut que nous, on s'engage à ce que l'énergie que l'on produit en tant que producteur historique d'énergie soit encadrée dans un mix énergétique dans lequel le vert est dominant. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, il est lié au fait que la production d'énergie va se produire de plus en plus localement. Elle va se produire chez nos clients B2B, voire bien sûr chez nos clients B2C. Et que tous nos clients, à commencer par les B2B, ont cette volonté très forte, eux-mêmes aussi, de manager leur trajectoire zéro carbone. Et là, c'est la source vraiment de notre nouveau métier. C'est de les aider par notre savoir-faire à faire en sorte qu'ils consomment moins d'énergie, que l'énergie qu'ils consomment encore, elle soit de plus en plus verte. Et c'est ça vraiment nos deux axes. Alors, c'est important pour nous parce que quand on fabrique un produit et qu'on sait que ce produit, maintenant, on va aider à moins le consommer. Donc, ça veut dire que derrière, il faut qu'on se transforme fondamentalement, mais dans une perspective réelle et vraiment très déterminée de take care of the planet. Take care of the planet. Merci. Merci. Anne-Sophie, dites-le nous. Comment est-ce que, via Raise, comment est-ce que David explique à Goliath ce qu'il faut faire pour changer vraiment dans la durée ? Alors peut-être que je vais réexpliquer rapidement ce qu'est RS Sherpa, parce qu'on n'est pas aussi connu qu'Engie et que Phoenix maintenant. Merci. Oui. Même si on accompagne Phoenix depuis un certain temps. Donc RS Sherpa, en fait, on a un accélérateur 100% gratuit pour les startups et on les accompagne dans leur développement, dans leur changement d'échelle. Donc on accompagne des startups quand elles sortent du batch de SAP notamment, à partir de 250 000 € de chiffre d'affaires jusqu'à
quasiment 10 millions. Et on les accompagne sur 2 sujets stratégiques, qui est le financement non dilutif, à travers des systèmes de prêt, et la relation start-up grand groupe. Donc l'idée, et c'est donc l'initiative David et Goliath qu'on a créée il y a 5 ans, c'est de se dire comment on peut encourager ces relations entre grandes et jeunes entreprises pour aider finalement les grandes entreprises à se transformer positivement. Donc on parlait de transformation digitale il y a 5 ans, maintenant c'est transformation digitale mais aussi impact social et environnemental. Et de l'autre côté, les startups, comment elles peuvent s'adosser à des plus grands pour devenir compétitives. Et donc David et Goliath, c'est une initiative donc, où il y a une étude chaque année qui est faite pour étudier la satisfaction des startups dans leur relation avec des grandes entreprises, mais aussi mesurer finalement la maturité des grandes entreprises dans leur relation avec les startups, où elles en sont, etc. Et à côté de ça, on fait le prix de la plus belle alliance entre un grand groupe et une startup que finalement Jean a gagné il y a maintenant 2 ans avec le groupe Carrefour, pour montrer en fait que ces alliances peuvent être créatrices de valeur et d'impact à la fois pour les startups et les grands groupes. Et par exemple, à titre d'exemple, cette année, sur les 101 candidatures qu'on a reçues, 50%, il y avait une vraie logique dans les alliances startup grands groupes de transformation positive de la grande entreprise. Wow. Et le gagnant cette année, pour vous donner un exemple, c'est l'entreprise Carriol et le groupe Bouygues Construction. Et en fait, Carriol et Bouygues Construction ont développé ensemble un chariot de manutention intelligent qui permet en fait de transporter 250 kilos sans aucune peine. Donc une petite fille de 5 ans peut transporter le chariot de 250 kilos de charge. Donc vous vous dites, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que bien sûr, il y a un impact sur le bien-être des collaborateurs. Et le mal du siècle, on sait que c'est le mal de dos. Donc les compagnons sur les chantiers, ils évitent les accidents de travail. Et l'accident de travail, ça coûte aussi cher d'ailleurs à l'entreprise. Et en plus de ça, il y a une logique économique aussi derrière tout ça, puisque ça permet de transporter beaucoup plus vite les charges et du coup de réduire finalement le temps passé sur les chantiers au transport de charges et d'augmenter la productivité. Donc c'est pour montrer qu'en fait aujourd'hui, les startups, et je pense que Jean va en parler mieux que personne, les startups, elles aident vraiment les grands groupes à la fois à se transformer, à avoir cet impact environnemental et social, mais aussi dans une logique de performance économique et de ROI. Et derrière, c'est vraiment ça, c'est l'impact à long terme sur la société, mais c'est aussi l'impact économique qu'on peut avoir quand on réduit le coût de ses déchets. Donc ça, c'est l'histoire de Phoenix et Carrefour, et tu vas sûrement en parler mieux que moi. Mais voilà, c'est aussi de se dire, c'est pas juste un effet de mode, c'est un vrai besoin, c'est un impératif stratégique, mais en même temps qui pousse à aller dans le bon sens, les 2 parties. Merci Anne-Sophie. Jean, start-up dans le cadre de Tech for Good. D'ailleurs, un des start-up très puissants et en gagnant beaucoup de prix, comme j'ai appris. Quel est exactement le service de Phoenix et quels sont les résultats atteints jusqu'à maintenant? On est curieux. Alors on y va. Donc Phoenix, c'est une start-up effectivement qui est dans ce qu'on appelle la Tech for Good. C'est un mot à la mode, mais qui veut dire qu'on met des outils techno et digitaux au service d'un objectif de développement durable, avec un impact social et environnemental. Et donc nous, on s'est attaqué à quoi? À la thématique du gaspillage alimentaire, à celle des invendus. Donc on développe 3 outils. On a une appli mobile grand public, que vous pouvez tous télécharger dès à présent, et une web app d'ailleurs, mais qui est l'appli Phoenix, qui permet de racheter à prix cassé les invendus de vos commerçants de quartier et des retailers. On n'est pas les seuls, mais c'est le premier dispositif de Phoenix de valorisation des invendus. Ce qui n'est pas valorisé sur cette application à prix cassé, on le bascule dans un circuit de dons associatifs. Et donc on va connecter les Leclerc, Carrefour, Casino, Michel et Augustin, qui ont des palettes entières d'invendus, avec la Resto du Cœur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, le Secours catholique et consorts. C'est une sorte de vente privée du B2B sur les invendus de la grande distribution. Et dans un 3e temps, après les consos et les assos, le résidu est basculé dans des filières animales, donc un parc animalier, un centre équestre, un zoo, une ferme, un élevage de cochons. Et donc eux vont récupérer le pain rassis, les boulangeries, viennoiseries un peu durcies, les fruits et légumes trop mûrs. Et donc avec tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à faire converger les distributeurs, les usines et les industriels vers le 0 déchet, en tout cas à minima le 0 déchet alimentaire, le 0 bio-waste. Et donc c'est ça la mission de Phoenix, c'est de faire converger les gros vers le 0 déchet. Et donc la magie de ces modèles, c'est qu'on marche sur 2 jambes. Une jambe croissance, ambition, qui n'a rien à envier à des... En tout cas, on regarde aussi bien du côté des Doctolib, des Miro et des Blablacar, mais en même temps, et donc on est aidé par Raise là-dessus, et en même temps, on a une jambe impact qui rajoute un supplément d'âme, qui est de dire on n'est pas juste une machine à cash, une machine à croissance et à dividendes pour les actionnaires et à exit futur pour les VC. On a aussi la fierté d'avoir redistribué 70 millions de repas depuis 2014.
et d'avoir sauvé de la poubelle sur un rythme quotidien, 120 000 repas par jour. Donc, ce qui fait que les équipes ne se posent pas trop de questions. Les développeurs savent à quoi ils mettent leur ligne de code. Et voilà, c'est ça qui est chouette, c'est d'arriver à réconcilier l'impact et sans pour autant sacrifier la croissance, l'ambition. On est une boîte marchande. Juste pour dire un mot sur le modèle économique, on n'est pas une ONG, on transforme un centre de coûts, les invendus, le déchet, le gaspillage, en centre de profit, puisque quand les invendus sont revendus au conso, on prend une commission, système de marketplace et de microtransactions, 1 € par panier vendu sur l'app. Et quand les produits sont donnés à des assos, c'est toujours pas du charity business, puisqu'il y a une astuce qui fait que 60% de la valeur en stock est défiscalisable. Donc si Carrefour donne 10 000 € de briques de lait au Resto du Cœur via Phoenix, il récupère 6 000 € en réduction d'impôt. Donc voilà, on prend une commission au passage et on fait de la RSE, du développement durable, mais avec un impact business sur le PNL et sur la profitabilité. C'est ça qui fait que ça marche. Beau résultat. Peut-être une question sur ça. Tout ce court-circuit, si je peux l'appeler comme ça, et cette économie circulaire, comment va-t-elle changer, impacter notre vie comme individu et le résultat et le futur des sociétés ? Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui convergent et qui font dire que les planètes s'alignent. Le premier truc, c'est les talents. Donc, il y a plein de gens, notamment la jeune génération, qui cherchent des métiers à impact, qui veut moins facilement aller chez un... Je vais lâcher des noms, désolé, mais chez un Total ou pour envoyer des yaourts dans la nature. Donc il y a les talents qui cherchent à s'engager. Après, il y a les fonds, l'investissement aussi, toute la finance va vers ce qu'on appelle l'impact investing, la finance responsable, la finance solidaire, et donc essayent de donner du sens à leur argent, et donc vont financer des causes un peu comme la nôtre. Donc voilà, on sent qu'on est... Et puis il y a les consommateurs, dernière démarche, les consos qui sont de plus en plus exigeants et qui demandent aux marques d'avoir des vrais engagements, qui ne soient pas du greenwashing. Et la carte bleue devient une sorte de bulletin de vote. On le voit avec des Yuka, avec des C'est qui le patron, avec des marques un peu comme ça. Donc tout ça me fait dire qu'on est au bon endroit au bon moment. Et on a de la chance. Anne-Sophie, let's talk money. Race a créé une poche de financement qui s'appelle Impact. Tu peux nous en dire un peu plus et les résultats que tu attends? Alors moi, je suis la partie philanthropie, mais je parle pour les financiers qui me financent, parce qu'en fait, les autres sociétés d'investissement me reversent 50% de leur carry d'interest. Donc c'est grâce à ça que je peux vivre, donc je vais leur rendre honneur aujourd'hui. Et oui, chez Raise, en fait, il y a un fonds qui a été créé en 2019 qui s'appelle France 2I, qui a été doté de 100 millions d'euros par la Fondation de France et qui est opéré par Raise pour justement venir financer ces entreprises qui peuvent avoir un impact et un changement systémique sur la société. Donc on vient financer en fait à travers ce fonds à la fois des startups mais plutôt des PME, soit des PME à mission, c'est-à-dire comme Phoenix, qui se sont créés autour d'un objet sociétal ou environnemental fort, soit des entreprises classiques mais qui ont envie de se transformer. Et c'est là aussi que réside l'impact en fait aujourd'hui, c'est de se dire des entreprises comme Engie qui sortent de choses polluantes pour aller vers des choses beaucoup moins polluantes, des PME classiques dans l'emballage qui vont vers un système bien plus économie circulaire ou autre. C'est ce type d'entreprise qu'on vient financer avec une logique aussi opportuniste de marché, comme le disait aussi Jean. Aujourd'hui, je pense que les entreprises de demain, elles seront toutes plus ou moins à impact et elles vont transformer leur business parce que derrière, il y a des opportunités de marché aussi pour elles. Et donc c'est ça qu'on va aller chercher, c'est des moins bons élèves qui ont envie de changer en fait, qui ont envie de se transformer. Et à titre d'exemple, parce que j'aime bien donner des exemples, c'est plus clair, une société qui s'appelle M2I, qui est la deuxième participation de ce fonds Raise Impact, était un laboratoire pharmaceutique assez classique et s'est transformé en une solution qui vient en fait se substituer aux pesticides et qui, grâce aux phéromones, donc les phéromones c'est les trucs qui nous attirent les uns les autres, vient en fait éloigner les mauvais insectes des plantations et dit aux insectes intéressants, viens me voir parce que j'ai les phéromones qui vont bien. Et ça, c'est des solutions typiquement qui ont un impact sur l'agriculture assez phénoménaux et voilà, qu'on a envie aussi d'accompagner, je pense, en tant qu'humain. Et je rejoins totalement ce que dit Jean. Je pense que c'est aussi, on a tous envie dans la société civile d'avoir du sens dans ce qu'on consomme, mais aussi en tant que finalement collaborateur d'un groupe, on a envie de se dire que le matin, notre groupe, il est soit low carbone, soit il a de l'impact, soit il fait des choses pour ses clients, ses collaborateurs. Ça te parle, Gérard? Et j'ai une question back to business. Je ne peux pas résister comme Chief Data Officer. Quel est le rôle des data dans toute cette histoire, selon toi, chez Engie? Alors, juste avant de répondre à la question, depuis qu'on a cette nouvelle stratégie, depuis 3-4 ans, on a vu le nombre de CV de jeunes collaborateurs augmenter considérablement
Et ça a vraiment modifié l'image aussi du groupe et dans des domaines d'activité où on était assez peu attractif parce qu'effectivement, on était perçu voilà, comme une grosse entreprise de l'énergie, etc. De s'être positionné de façon très très différente, ça a eu un impact très important sur le recrutement et sur l'attractivité de l'entreprise. Voilà, c'était ma petite oui, ma correct. petite Non, réponse. c'est un point très important. On Ouais, voit la je même vois ça, chose chez voilà, SAP. je pense que dans beaucoup d'entreprises, les grandes entreprises, il y a eu, je pense, un petit creux d'image, mais là, je pense qu'on est véritablement sur les bons sujets. Alors, pour revenir à la question de la data, on a aussi positionné le digital comme étant un des 3 leviers. Je vous ai parlé de la décarbonisation et de la décentralisation de la production, mais le digital est aussi le 3e levier important, sans quoi les 2 autres ne seraient pas possibles. Je vais citer deux exemples concrets. Premier exemple, l'université américaine. On a décroché 2 grands contrats avec 2 grandes universités, une dans l'Ohio, une dans l'Iowa. Voilà, et ce sont des contrats de 50 ans. Alors 50 ans, c'est énorme parce qu'on ne sait pas trop qui sera encore présent dans le business dans 50 ans, du côté du client et de notre côté pour vérifier l'exécution du contrat. Et le contrat, il dit quoi et c'est quoi notre action? Notre action, c'est de prendre en main toute la gestion de l'université avec un objectif très clair de faire baisser les émissions carbone et la production d'énergie. Donc on va mettre tout en œuvre pendant 50 ans, gestion de l'isolation, gestion de la climatisation, gestion du chauffage, gestion de la consommation d'électricité, de l'eau, etc., de tous les fluides. On va prendre aussi en charge la vie des étudiants dans le campus, en mettant à leur disposition des apps mobiles qui vont leur permettre de gérer eux-mêmes aussi et de s'en sentir plus responsables de la consommation de tous les fluides que je viens de citer. Et forcément, la data, pour répondre à la question, est quelque chose d'essentiel parce qu'il nous faut tout d'abord faire un diagnostic, poser le diagnostic, c'est-à-dire c'est quoi aujourd'hui, au moment où on démarre le contrat, c'est quoi la situation en matière de consommation, en matière d'émissions de carbone, c'est quoi la cible, alors pas forcément dans 50 ans, mais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Comment on va la mesurer, comment on va mesurer le commitment qu'on prend vis-à-vis de ce client. Et bien sûr, comment on va monitorer au quotidien tous les assets que l'on va piloter pour faire en sorte que sur chacun d'entre eux, il y ait une décroissance de la production. Deuxième exemple, si j'ai 2 secondes, oui. Dans le B2C, par exemple, sur l'Île-Dieu, aujourd'hui, on développe une communauté d'énergie. Donc là, on est dans le B2C, on installe des panneaux solaires. Ces panneaux solaires, ils ne sont pas uniquement utiles pour les maisons sur lesquelles ils sont posés, mais pour la collectivité de l'île. Et donc là aussi, c'est hyper important d'avoir de la data pour pouvoir monitorer et piloter ce qui est consommé et puis aussi gérer finalement la consommation d'énergie dans une collectivité de façon tout à fait transparente entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Voilà 2 exemples dans lesquels la data et mon rôle et le rôle de mes équipes en particulier est très utile. Merci. Anne-Sophie, Jean, Gérard, un grand merci pour ce partage très intéressant. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir à tous. Voici le moment tant attendu de découvrir ou redécouvrir
pour certains, les 7 startups qui ont participé au programme d'accélération ces 3 derniers mois avec SAP.io. Je vais d'abord commencer par Evolution Énergie, qui est une start-up, la première start-up au monde à avoir créé de la blockchain verte en 2017. J'appelle Erwin Giswarn, le CEO d'Evolution Énergie. Merci de l'applaudir. Bonjour à tous. Je me présente, Erwin Giswarn, président et fondateur d'Evolution Énergie. Donc, j'en profite pour remercier SAP et le programme SAP.io. Donc, Evolution Énergie, la plupart d'entre vous ne nous connaissent pas. Certains d'entre vous nous connaissent. Et je pense que vous allez nous découvrir et vous souvenir de nous, je l'espère. Evolution Énergie, on est un ERP pour la gestion énergétique. Gestion énergétique, beaucoup de gens en parlent. On parle de transition énergétique, on parle de monitoring carbone. Aujourd'hui, quel est l'ERP énergétique de référence dans les grands groupes? Alors, SAP est une réponse, mais le principal ERP, c'est Excel. On parle de traçabilité énergétique, d'amélioration énergétique. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est un de nos clients qui nous a choisis. Il gère avec notre solution la totalité de ses actifs en Europe. C'est un énergéticien assez connu. Ce n'est pas Engie, c'est le groupe Total. Total considérait que 5% des factures d'énergie qu'il recevait avaient des erreurs. Voilà. Et il a pris une solution de start-up pour gérer l'ensemble de son portefeuille énergétique. Pourquoi? J'aurais pu vous montrer en tant que start-up de l'IA, de la blockchain ou des jolis dashboards. Ben non, j'ai préféré vous montrer un boîtier logiciel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sexy, mais c'est efficace. Et c'est pour nous ce que doit être la gestion énergétique. Ça doit être efficace, robuste, multi-énergie et surtout respecter la cybersécurité et la confidentialité de la donnée. Aujourd'hui, nos clients gèrent certains 10 millions d'euros d'énergie, certains jusqu'à 10 milliards d'euros d'énergie par an avec nos solutions. Donc, Evolution Énergie, ce qu'on fait, on est un ERP qui permet de collecter la donnée, gérer à la fois d'un point de vue technique, mais aussi et surtout économique, les décisions et, on va dire, tout son portefeuille énergétique. C'est-à-dire vérifier ses factures, optimiser ses assets, production, stockage, consommation, valider toutes ses décisions d'engagement sur l'énergie, ça va jusqu'à du trading d'énergie, et suivre tout ce qui va être autour de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est loin d'être simple. Si on veut vérifier, il va falloir énormément de data pour comparer ce dont on parle. Donc, on est une start-up un petit peu vieille. On a été créé en 2010, accéléré par SAP.io. Et notre solution gère aujourd'hui à peu près 10 milliards d'euros d'énergie par an, principalement en Europe, mais aussi en Chine et à Singapour. Parmi nos clients, c'était quelques références, on a bien plus que ça. Mais en tant que petite société française indépendante, notre solution gère le groupe Total, le port d'Anvers, le groupe Aéroport de Paris. Donc tous les aéroports où vous êtes arrivés sont gérés d'un point de vue énergie et environnement par notre solution. Et pour les collectivités qui sont ici, depuis le 1er janvier, on est au catalogue de l'UGAP, donc accessible directement via ce catalogue pour les marchés publics. Donc Evolution Énergie, 10 ans, donc ça va au-delà de l'énergie. Ça gère aussi du CO2, des déchets, de l'eau, donc tout ce qui est énergie et environnement. Et avec SAP, c'est une très bonne alliance pour l'énergie d'un côté et la robustesse et les analytics d'SAP pour effectivement arriver à cette neutralité carbone et ces engagements pris à Davos. Merci beaucoup. Merci Erwin. Donc on va maintenant accueillir la prochaine start-up. Le groupe Vinci a classé Hibou parmi les solutions les plus innovantes au monde
dans le secteur de la construction. Et c'est Clément Bénard, le cofondateur et CEO de Hibou, qui va nous en parler. Merci Clément. Merci beaucoup. Bonjour, donc, je suis le cofondateur et CEO de Hibou. Pourquoi Hibou ? Parce qu'on veut, comme un hibou, avoir la capacité d'avoir un regard extrêmement perçant et de comprendre les activités qui se passent en France, en Europe, dans le monde, de jour, de nuit, et tout ça de façon instantanée. Donc la promesse est un petit peu forte, mais notre métier étant de vouloir aider les industriels à optimiser les opérations terrain, il faut qu'on ait cette capacité à comprendre les activités. Ici, vous voyez un exemple de zone d'opération. Il y en a plein en France, il y en a plein en Europe, il y en a plein dans le monde. Comment est-ce qu'un acteur comme Vinci Construction, comme SPIE Batignolles, comme Bouygues TP et d'autres gère ce type de zone? Eh bien, la façon dont ils pilotent cette zone d'opération, c'est en passant un coup de téléphone à leur conducteur de travaux, à leur chef de chantier, pour savoir si tout se passe bien. L'autre mécanisme, c'est l'utilisation du bordereau papier. Le bordereau papier est extrêmement présent dans l'industrie de la construction et, on va dire plus largement, dans les industries dans les activités menées sur le terrain. Alors que cette zone d'opération bien connue, en réalité, en 2019, et ça depuis déjà quelques années, change complètement de paysage et de forme. Aujourd'hui, toutes les machines que vous voyez à l'écran sont pour la plupart connectées, équipées de télématiques directement par le constructeur. On peut dire que ça fait bientôt 15 ans qu'il n'y a plus une seule machine Caterpillar qui sort des usines Caterpillar sans qu'il y ait une télématique d'embarquer à bord. Et c'est la même chose pour les machines Liebherr, pour les machines Komatsu, mais également pour les camions Renault Trucks, les camions Volvo Trucks, Iveco, MAN, Mercedes, etc. Pareil pour les grues et pareil pour plein de matériel. Sauf qu'aujourd'hui, quasiment aucun industriel utilise ces données. La statistique officielle, c'est qu'il y a moins de 20% des propriétaires de machines qui vont se connecter sur la plateforme du constructeur. Pourquoi? Parce que si vous êtes chef de chantier ou conducteur de travaux et on vous demande de sortir le taux de production ou la consommation de carburant de votre chantier, alors il faudrait que vous alliez vous connecter sur la plateforme VisionLink de Caterpillar, la plateforme CarTrack de Volvo, la plateforme Comtrax de Komatsu. Et une fois que vous vous connectez, vous vous rendriez compte que les données sont exprimées de façon différente. Un taux de ralenti chez Caterpillar, c'est en minutes cumulées. Un taux de ralenti chez Volvo, c'est en heures, jours, etc. Qu'est-ce qu'on apporte comme valeur à nos clients? On ne vient pas on vient pas apporter des choses nouvelles autres que les aider à révolutionner les façons de faire. Il y a toujours eu des inventaires qui ont été faits dans l'industrie, opération vieille comme le monde, il y en aura toujours. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à la donnée des télématiques des machines, eh bien, on sait en instantané où sont, qu'on voyait ça avec Vinci Construction il y a quelques jours, on maîtrise plus facilement à Paris l'inventaire qu'il y a sur l'atelier de Douala au Cameroun que les acteurs qui travaillent sur l'atelier de Douala au Cameroun. La notion de contrôle. La notion de contrôle, il y a un grand groupe avec lequel on travaille qui nous exprime avoir par mois des variations de consommation de carburant de 4 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a un mois, c'est plus 4 millions d'euros et le mois d'après, c'est moins 4 millions d'euros. Quand on demande au DAF pourquoi, il ne sait pas nous répondre. Dans la mesure où c'est extrêmement compliqué de mesurer cette consommation de carburant. Aujourd'hui, grâce aux données de télématiques, on a la possibilité d'aider nos clients à comprendre leur consommation de carburant et à optimiser leurs opérations. Le directeur matériel de NGE c'est 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On les a aidés à baisser le taux de ralenti de leurs machines au global de 32 à 26%. Il y a un impact de carbone derrière, il y a un impact de réduction de carburant et il y a un impact de maîtrise de la vétusté des machines. Pour que vous compreniez notre métier, pour terminer, on a 3 grosses étapes dans notre métier. Le premier, c'est la collecte des données. C'est-à-dire que peu importe le type de machine avec lequel vous travaillez, peu importe le constructeur, peu importe si c'est une télématique installée en usine, une télématique de seconde monte, notre métier est de venir récupérer toutes les données du terrain. La deuxième, c'est qu'on va traiter, harmoniser, syndiquer ces données et ensuite vous les restituer pour pouvoir optimiser ces opérations du terrain, soit au travers de notre application, soit dans des outils majeurs comme SAP, où les données du terrain vont être mises à disposition. Voilà.
Merci Clément. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas dit, c'est que vous avez été le fournisseur officiel du Paris-Dakar pour traquer les utilitaires. Et donc, Hibou n'est pas disponible uniquement pour le secteur de la construction. Voilà, je ne peux pas revenir en arrière. Mais voilà, juste le temps était compliqué. Maintenant, on va passer à la start-up Harold Waste. Il y a quelques jours, au Forum économique de Davos, il y a une alliance de réflexion qui s'appelle Zero Plastic Waste, qui a élu Harold Waste comme étant la solution la plus prometteuse dans l'ère du recyclage 2.0. Donc c'est très ambitieux. Et j'appelle Arnaud Boucheron, le CEO et cofondateur d'Harold, pour vous le présenter. Alors, je rectifie avant d'avoir un procès par le World Economic Forum. Un chairman du board de la Plastic Alliance a déclaré ça. Okay. C'est bien quand même, on est très content. Donc Arnaud Boucheron, cofondateur de Harold. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous révéler les chiffres d'une enquête exclusive qu'on a menée avec TNS Sofres et qui nous révèle que par les critères d'investissement des grands décideurs, 0% sont prêts à investir dans des projets à marge nulle ou faible. Et ça, c'est un gros problème pour la planète, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le recyclage, la plupart des acteurs présentent des marges qui ne font pas très envie. Et ça a un effet direct qui est qu'il y a peu d'investissement, et s'il y a peu d'investissement, il y a peu de tonnes en plus qui sont recyclées. Heureusement, on est sauvé, ce n'est pas une fatalité. Les meilleurs acteurs du secteur, ils présentent chaque année de très bons résultats. Et comment ils font ça par rapport à leurs semblables, qui ne sont pas si semblables? Très simplement, ils mettent la profitabilité au cœur de leur activité. Ils la suivent chaque jour, ils corrigent immédiatement, et surtout, ils achètent bien. Qu'est-ce que ça veut dire bien acheter pour un recycleur? Si vous prenez une société comme De Richebourg, comme Veolia, comme Suez, d'un côté, ils vendent des matières premières à des industriels, et là, les prix sont plutôt fixés. Et de l'autre côté, ils achètent, ou bien ils facturent à des distributeurs, à des garages, à des entrepôts, la récupération de leurs déchets. Et ensuite, ils les recyclent. Et donc là, si j'achète mal, c'est foutu. Aucune chance de faire de la marge. Si j'ai acheté au mauvais prix, je ne pourrai jamais me refaire à la vente. Et bien acheter, c'est vraiment pas si simple. En fait, depuis 1985 et la création de Excel, il y a eu zéro innovation sur comment on price et comment on source ces matières premières recyclées. Et je vais vous raconter pourquoi c'est un petit peu compliqué avec l'exemple d'une belle benne de métaux. Donc là, on a une jolie benne de métaux. En premier, elle va être collectée dans un conteneur qui va coûter de l'argent à amortir. Il y a un camion qui va la transporter, puis elle va être amenée à un centre de tri. Au centre de tri, on va trier. Peut-être que l'équipement est plugué sur Hibou. Il va avoir un coût d'amortissement. Une fois trié, on va partir sur un autre centre avec un nouveau coût de transport pour arriver sur un centre où il y a un grand broyeur. Dans ce broyeur, on va y mettre la ferraille. Et ce broyeur va sortir plusieurs choses. Une partie qui ne sera jamais recyclée, qui est du déchet résiduel, qui va aller en décharge et qui va coûter de l'argent. Une autre partie, plusieurs produits vont être vendus à différents prix à des usines à travers l'Europe et le monde. Et à la fin, il va falloir transporter ces produits vers ces différentes usines, soit par container maritime, avec des coûts de transport, des coûts de gestion du risque financier, etc., ou simplement par camion sur la route. Et ça, c'est pour un flux. Maintenant, vous prenez ça par 100 fournisseurs à différentes localisations, vous multipliez le nombre de flux par 100, 200, 300, et vous imaginez, chaque début de mois, dans une entreprise de recyclage, on se demande qu'est-ce que j'achète, à combien et à qui. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Harold. Chez Harold, on aide les recycleurs à optimiser leurs achats, à optimiser leur sourcing de déchets. Et on fait ça avec des algorithmes qui vont, à partir d'évolution du marché et leur stratégie de profitabilité, leur dire où acheter, à combien, à qui. Une fois que les contrats sont en place, on va les aider à suivre la profitabilité de ces contrats. Donc concrètement, ça fait comme ça tourne, et on sort des prix avec des recommandations de chez qui aller chercher la matière. Avec SAP, on intègre ça directement dans l'environnement ERP des recycleurs, et c'est génial parce que, 1, ça fait que c'est facile d'être mis en place, 2, on a des données beaucoup plus propres pour affiner le calcul des coûts et des prix, et 3, on est dans l'immédiateté. Alors, notre approche chez Harold, en fait, c'est d'être un peu le Robin des Batman que sont les recycleurs dans l'économie circulaire. On essaye de les aider. Aujourd'hui, avec nos premiers clients, comme Gemini, qui recycle plus de 2 millions de tonnes de plastique, métaux et cartons à travers le monde, on arrive à faire plus de 20% de marge sur certaines divisions. Et donc, si vous, par une introduction, par des idées, par une rencontre, vous pensez pouvoir nous aider à les aider, n'hésitez pas et rentrons en contact. Merci beaucoup. Merci Arnaud.
maintenant, on va accueillir une autre start-up qui s'appelle Inex Circular. Et ce qui est compliqué dans le domaine des déchets, entre autres, c'est de se faire parler les acteurs. Il y a des producteurs de déchets et des recycleurs. Et ce qui est compliqué, c'est qu'ils se parlent et c'est de les cartographier et de savoir où ils sont. Et Inex, avec de la technologie, a créé le Tinder pour se faire rencontrer les déchets, le Tinder du déchet. Et c'est Olivier Gambari, le CEO, qui va vous présenter Inex. Merci Olivier. Merci et bonsoir. Je vais tout d'abord vous proposer d'imaginer 2500 millions de tonnes de déchets produits chaque année en Europe. Alors comme c'est un peu difficile, je vais vous donner un truc. En termes de poids, ça représente 250 000 tours Eiffel. Maintenant, imaginez que seulement 40% de ces 250 000 tours Eiffel sont recyclées. Ça en fait donc 150 000 qui finissent soit en enfouissement, soit en incinération. Alors, qui produit ces déchets ? À 80%, c'est les industriels et le secteur de la construction. Et pourquoi il y a une si faible production, un si faible recyclage ? Tout simplement parce qu'il y a un problème de connectivité entre les acteurs. Donc, ils ont du mal effectivement à se rencontrer. Donc aussi bien les recycleurs, les industriels, les énergéticiens se rencontrent mal. Donc ça mène à quoi ? Ça mène à des baisses d'investissement et d'optimisation opérationnelle. Ça n'incite pas à avoir des incorporations de matières secondaires assez suffisantes. Et donc c'est pour ça que chez Inex, on a développé l'idée que l'économie circulaire devait être locale et devait être extrêmement active. Et pour ça, on a créé donc une application, une plateforme qui s'appelle Inex Sourcing, qui est un outil de détection de gisements de déchets qui fonctionne grâce à l'open data, au data mining et à l'intelligence artificielle. Et qui va permettre, n'importe où en Europe, de décrire quel type de déchets, en quelle quantité et de quelle qualité il va y avoir chez les industriels ou dans les exploitations agricoles. Alors comment ça marche ? Tout d'abord, on va collecter de la donnée. Donc on va faire du data mining. Donc on a des dizaines et des dizaines de robots qui parcourent le web. On a plus de 5000 sources de données qui sont analysées en temps réel. Et on va récupérer ces données, on va l'homogénéiser. Après avoir l'homogénéisé, à force de récurrence statistique sur les mêmes types d'acteurs, les mêmes entreprises, on va les comparer, on va réussir à créer ce qu'on appelle des profils sectoriels. Comme ça, quand une nouvelle entreprise va rentrer à l'intérieur de notre système et qu'elle n'aura pas besoin de nous déclarer de données, on va être capable de prédire ce qu'elle va avoir comme type de déchets. Et une fois qu'on l'aura prédit, on va l'enrichir en ajoutant les numéros de téléphone, les adresses mail, pour pouvoir la rendre efficace et pouvoir l'utiliser pour le démarchage. Donc concrètement, comment ça marche ? Concrètement, vous avez une interface qui vous permet de choisir un déchet, qui va vous permettre aussi de sélectionner des caractéristiques. Donc si vous faites de la méthanisation, par exemple, voire méthanogène, vous allez pouvoir sélectionner le secteur dans lequel vous cherchez le type de déchet. Et donc à la fin, vous obtenez une liste d'entreprises. Et dans cette liste d'entreprises, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir contacter l'entreprise, mais aussi tout le détail sur l'ensemble des déchets qu'elle possède, de manière à être hyper efficace. Donc en termes de valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on apporte ? On fait gagner du temps. Donc c'est ça qui va permettre d'aller plus vite pour se rencontrer en tant qu'acteur. Donc en 3 clics, vous avez un résultat, là où avant, il fallait plusieurs mois de recherche et d'enquête. En termes d'impact, on va recycler plus localement. On va éviter d'aller chercher des déchets à l'étranger ou extrêmement loin. Donc on va diminuer les coûts de transport, on va diminuer aussi les émissions de CO2. Et bien sûr, on fait gagner de l'argent parce qu'on amène des nouveaux contrats, parce qu'on découvre aussi des clients qu'on ne connaissait pas. On diminue les coûts des commerciaux qui doivent aller chercher, les coûts d'études, etc. Et on se rassure aussi sur l'investissement parce qu'on est sûr de son gisement. Alors, qui utilise cet outil ? Donc, qui sont nos clients ? Aujourd'hui, on travaille avec les recycleurs, donc par exemple Veolia. On travaille avec les producteurs d'énergie biomasse, les énergéticiens, comme par exemple Engie, et puis les industriels recycleurs, comme Solvay, qui veulent incorporer des matières secondaires. Et chez Inex, en fait, on nous demande beaucoup de solutions de valorisation. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui viennent vers nous, qui nous disent quelles solutions, comment on pourrait faire pour faire mieux, quelles sont les solutions. Et c'est là où, en fait, on en a tellement qu'on ne sait pas totalement quoi en faire. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait travailler avec la place de marché Ariba, et on allait leur envoyer l'ensemble de ces informations, donc la place de marché de SAP qui s'appelle Ariba, et ces informations allaient être transmises aux clients de SAP Ariba qui allaient pouvoir facilement la trouver, ou au contraire, ils allaient pouvoir, grâce à leur interface habituelle, faire une demande et revenir vers nous, dire voilà, je recherche tel type de déchets en telle quantité, et donc en utilisant l'interface habituelle, ils allaient pouvoir facilement la trouver. Voilà. Donc en conclusion, pour ne conserver qu'une seule tour Eiffel en Europe, il faut travailler avec Inex et SAP Ariba. Merci Olivier. Donc maintenant, on va passer à la start-up Trinov qui a créé un assistant
digital pour gérer le recyclage, et notamment dans la grande distribution. Aujourd'hui, Trinov, fort de ses succès en France, s'internationalise et grâce au partenariat avec SAP. Et c'est Dan Dacier, le cofondateur et CEO de Trinov, qui va nous en parler. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Donc pour me présenter, je m'appelle Dan Dacier de Trinov. Alors, quand on allait voir il y a quelques années, quand on a démarré en 2014 et qu'on allait voir des prospects B2B pour leur demander comment on pouvait les aider à mieux gérer leurs déchets, en général, ils nous répondaient que le sujet du déchet, c'était un peu la dernière roue du carrosse. C'était un peu le sujet que tout le monde mettait de côté. Et heureusement, depuis, il y a quand même un peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui et on assiste plutôt aujourd'hui à une vague de fond. Et cette vague de fond, elle pousse ces clients B2B à tendre vers des modèles plus durables. Il y a 3 facteurs principaux à ça. Le premier, c'est nous. C'est vous, en tant que client, en tant que consommateur, en tant que salarié, qui poussez ces entreprises à sourcer des produits locaux et à tendre vers des modèles plus respectueux de l'environnement. Le deuxième critère qui est très important, c'est la partie taxe, la partie toute la réglementation. Il n'y a pas un jour où vous allumez la radio, vous n'entendez pas parler d'une nouvelle réglementation sur le sujet. Donc tous ces points-là, ça crée des nouvelles contraintes et ça fait que les taxes de mise en décharge, d'incinération deviennent prohibitives pour certains déchets. Le troisième critère, c'est la raréfaction des matières. Dans quelques années, on parle de 7 décennies maintenant, on ne disposera plus de certaines matières dans le sol. Donc ça veut dire pour des industriels qui vont devoir se tourner vers des filières alternatives. Donc face à ça, nos clients ils sont devant un carrefour, ils ont 2 voies possibles. La voie de gauche, c'est celle de l'économie linéaire, c'est celle sur laquelle on ne va rien changer. On va continuer à extraire, on va produire, on va jeter. Et on sait qu'au bout du chemin, pour ces entreprises-là, c'est le gadin. À l'inverse, la voie de l'économie circulaire, c'est une voie un petit peu plus difficile. Là, on va chercher à prolonger la durée de vie des produits et des services qu'on met sur le marché. Et du coup, là, on va toucher au business model. Ça va devenir beaucoup plus dur. L'économie circulaire, ce n'est pas seulement du recyclage, c'est aussi du réemploi, c'est de la réutilisation, et c'est vraiment touché au cœur business de l'entreprise. Et ce chiffre, en fait, aujourd'hui, il y a des études qui ont été réalisées récemment, dont une récente du BCG, qui dit que pour 96% des entreprises sondées, l'économie circulaire est au cœur de leurs enjeux stratégiques. À l'inverse, il n'y en a que 18% d'entre eux qui se disent satisfaits des mesures qui ont été engagées dans le domaine. Donc ce qu'il faut retenir de ce chiffre, c'est qu'en fait, tout le monde veut y aller, mais que finalement, c'est assez dur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Là aussi, il y a des études complémentaires qui ont été réalisées. 92% des chefs d'entreprise, d'après une étude d'Accenture, dit que le digital est perçu comme un accélérateur de transition fort vers l'économie circulaire. Évidemment, vous en doutez, nous, on est également persuadés de la même chose. Et pour ça, on a développé une plateforme, donc en mode SaaS, de gestion circulaire des déchets et des matières qui comprend 3 éléments. Le premier, c'est un ensemble de connecteurs qui va nous permettre de récupérer tout un tas de données du terrain. Donc là, on a développé une batterie d'objets connectés pour ça, des données qui vont provenir de systèmes principalement aujourd'hui des SAP, de l'open data aussi, et des données qui vont venir des opérateurs déchets. Donc là, on a mis au point ces dernières années un format de reporting qui nous permet de consolider de la data. Donc la première opération, c'est de récupérer de la donnée, d'être capable de la réconcilier et de la traiter. À cette première brique, on en a ajouté une deuxième. Donc on a intégré des modules analytiques qu'on a couplés avec le Co-Innovation Lab de Paris, donc des modules sur SAP Analytics Cloud, donc c'est une plateforme de visualisation. Donc là, on couple nos algorithmes avec les outils de visualisation des SAP. Et la troisième composante de cette plateforme, ça va être de donner de la confiance aux industriels qui produisent de la matière pour que leur matière première secondaire puisse être injectée dans les processus d'autres parties prenantes. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine, bientôt 25. On a une quinzaine de grands comptes, 4200 sites gérés, quasiment 1 million de tonnes. Et notre vision à nous, chez Trinov, c'est d'accompagner nos clients avec des briques digitales sur étagère pour les aider à entamer cette transition vers l'économie circulaire. Et ça repose sur 3 piliers. La transparence. Le deuxième, ça va être l'interopérabilité des données, faire en sorte qu'on arrive à faire communiquer des systèmes entre eux. Et le troisième volet, ça va être de fournir de l'aide à la décision pour aider à piloter à la fois la partie économique et la partie environnementale. Et pour ça, nous, on est persuadés que le partenariat entre SAP et Trinov a toute sa vocation pour créer des entreprises à la fois circulaires et intelligentes. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Dan. Maintenant, on va accueillir Yoblim. Yoblim a multiplié par 4 son chiffre d'affaires récurrent en 2019. De quoi faire des envieux dans les entrepreneurs. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Samuel Bourri, le CEO et fondateur de Yoblim. Merci Cyrine. Donc nous, chez Yoblim, on adresse un problème qui sûrement vous est arrivé chez vous, c'est-à-dire chercher la notice de votre machine à laver ou le carnet d'entretien de votre chaudière. C'est un vrai problème pour tout le monde, et dans le monde professionnel, ça existe encore, puisque comme on le disait tout à l'heure, les gens utilisent le papier, le fichier Excel. Ça représente à peu près 2 heures de dépenser inutilement tous les jours par technicien, qui vont chercher le bon équipement, chercher la bonne notice, chercher les bonnes informations, saisir sur du papier et les ressaisir au bureau devant un PC. Alors ça représente un marché énorme, évidemment, que certains adressent avec de l'IoT. Nous, on l'adresse différemment, avec un tag intelligent qui s'appelle le Blim. Il suffit de prendre votre téléphone, vous passez devant le Blim, qui va taguer votre équipement, et vous allez accéder à toutes les informations en réalité augmentée, avec une application mobile universelle, de manière ciblée, grâce à une plateforme SaaS qui va nous permettre de collecter toutes ces données et aux clients de générer tous les contenus qu'il veut afficher à ses équipes sur le terrain. Pourquoi le Blim? C'est très simple, parce qu'en fait, le QR code et le code barre sont des codes difficiles à lire, et nous, on a inventé une technologie géométrique qui permet de le détecter de 10 fois plus loin qu'un tag, quel que soit son angle de vue. Donc vous allez le voir apparaître sur des objets qui vont être scannables à 10 mètres de distance, avec une grosse robustesse qui nous permet de taguer n'importe quel type d'équipement, même des pneus Michelin, ou même des surfaces métalliques qui sont courbes. Donc on va pouvoir taguer tout un tas d'assets, et procurer une expérience de réalité augmentée, parce que grâce à notre tag, on combine à la fois un identifiant unique et une expérience qui permet d'immerger le technicien dans, par exemple, la recherche d'un équipement parmi une centaine, juste en scannant avec un seul capteur photo de multiples tags. Nos clients, ce sont d'abord les fabricants qui voient à travers notre solution une manière de délivrer du service à leurs clients. Donc typiquement des fabricants de machines, fabricants de chaudières, vous verrez peut-être le Blim arriver à travers votre chaudière, et les entreprises qui exploitent des assets. Donc on va apporter quelque part une plateforme qui va permettre d'améliorer la gestion des équipements. Tout ça de manière vertueuse, puisqu'en fait la data qui va permettre d'être collectée par l'utilisateur final va améliorer la conception du produit et permettre d'apporter de nouveaux services que le fabricant va combiner avec son offre de vente. Bien sûr, on va intégrer SAP et naturellement les 400 000 clients juste en faisant le lien entre Fusion, notre plateforme, qui va permettre d'apporter la réalité augmentée sur les assets qui sont déjà présents dans les bases de données SAP. Et c'est l'enjeu de l'accélération que l'on fait actuellement avec le SAP IO. Alors, si vous venez nous voir sur notre stand au SAP IO juste après, vous verrez que le Blim va arriver chez vous. On est en train de concocter avec nos équipes un Blim que vous allez pouvoir directement déployer chez vous, et fini les problèmes de notice, fini les problèmes de carnet d'entretien. Tout ça, ça va tenir dans le Blim. Blim URLF, je vous remercie et venez nous voir sur le stand pour plus d'informations. Merci Samuel. Et pour terminer, la 7e startup qu'on accueille s'appelle User. Alors, vous êtes déjà tous retrouvés devant votre poubelle ou devant une poubelle à l'extérieur, vous sentant coupable, ne sachant pas comment trier vos déchets. Eh bien, grâce à User, ce casse-tête est terminé. Ils ont créé une solution qui permet de vous aider à devenir des meilleurs citoyens. Et si vous vous promenez dans Paris Grand Est, juste à côté, au Royaume-Uni ou encore à Nice, vous verrez que ce boîtier est disponible et qui vous aidera. Je vous demande d'applaudir Paul Alarcon, le CEO et cofondateur de User. Merci Séverine. T'as gâché ma surprise, mais merci pour l'introduction. Non, je rigole. Bonjour à tous, donc Paul Alarcon, cofondateur de User. Et avant de vous présenter nos solutions, alors ça doit être la flèche verte, c'est ça ? Voilà. Laissez-moi vous poser une question. À votre avis, quelle est la source de conflit de ce couple ? Lui soutient les cheminots et elle lâche pivot. Il est pour l'OM et
et lui et elle pour le PSG? Eh bien non, le coupable c'est lui, c'est le fameux pot de yaourt que personne ne sait trier. Et oui, trier c'est compliqué, ça prend du temps, ça change d'une ville à l'autre et ça nous rapporte rien. En France, seulement 1 personne sur 4 trie correctement au quotidien. Résultat, on stagne depuis des années en termes de performance de recyclage et les erreurs de tri coûtent chaque année plusieurs centaines de millions d'euros aux collectivités locales. Dans le même temps, on a des Français qui sont de plus en plus sensibles à l'impact de leur consommation sur leur santé. On le voit avec le succès d'applications comme Yuka. Et aujourd'hui, il y a 20% des consommateurs qui disent avoir déjà utilisé une application en magasin au moment d'acheter leurs produits. Donc chez User, on développe des solutions web, mobile et IoT pour aider les entreprises industrielles de l'agroalimentaire et les collectivités locales à atteindre leurs objectifs de recyclage. On a développé une application qui s'appelle Eugène, en clin d'œil à Eugène Poubelle, qui permet de scanner les codes-barres de ses produits pour savoir comment bien les trier en fonction des règles de sa ville. L'application vous dit également, décrypte les étiquettes des produits, valeurs nutritionnelles, additifs, allergènes, et vous informe aussi sur l'impact de votre consommation, sur votre santé et sur l'environnement. Nous commercialisons cette application en marque blanche auprès des collectivités locales, en direct ou via des partenaires opérateurs de gestion de déchets comme Suez ou Veolia, et avec l'appui commercial de SAP. L'application est entièrement personnalisable pour s'adapter à l'identité graphique de notre client collectivité, qui peut aussi intégrer ses services liés à la gestion des déchets pour faciliter la vie de ses habitants, comme le calendrier de collecte, pousser du contenu sur des événements liés à la prévention des déchets, ou la carte des points d'apport volontaires pour aller déposer des ampoules, des piles, des vêtements, du verre ou du plastique. Pour faciliter l'usage au quotidien et le rendre collaboratif, on a développé un petit boîtier destiné aux particuliers qui se fixe dans sa cuisine à proximité de sa poubelle. Et là aussi, on scanne le code-barre de son emballage avant de le jeter et le boîtier vous indique dans quel bac mettre les différents composants de votre emballage. Et les enfants l'adorent. On a mené des expérimentations avec des opérateurs de gestion de déchets et des éco-organismes. Les résultats sont très probants, puisqu'on a montré qu'on pouvait réduire par 2 les erreurs de tri chez les foyers qui utilisaient nos solutions en l'espace de 2 mois. Depuis juillet, on installe ces boîtiers sur des points d'apport volontaires. Donc c'est les grosses poubelles de rue où on peut déposer son verre ou ses emballages secs. Là, l'objectif, c'est également de réduire les taux de refus, les taux d'erreur, donc d'informer les usagers sur les consignes de tri, mais également d'attirer de nouvelles personnes à trier en donnant plus de sens au geste de tri. À Nice, par exemple, pour 100 emballages scannés, il y a un repas qui est offert au Resto du Cœur. On n'est pas encore à 75 millions de repas comme Phoenix, mais on y arrive. Toutes les données collectées via nos solutions sont intégrées en temps réel à SAP Analytics Cloud, intégration en cours, et qui permettent à nos clients de mesurer évidemment l'usage de nos solutions, mais aussi d'optimiser leur connaissance des flux et la traçabilité des déchets. Quel type d'emballage, quel type de matériaux, quelle contenance, la fréquence, quelle marque, etc. Aujourd'hui, donc, nos solutions permettent à nos clients collectivités d'améliorer leur performance de recyclage sur leur territoire et donc également de réduire leur coût de gestion des déchets. Et on travaille aussi donc avec les acteurs de la grande consommation qui souhaitent mettre en avant leur engagement et favoriser le recyclage de leurs produits. On intègre nos fonctionnalités dans leur solution digitale où on équipe leurs clients avec notre boîtier. Mais notre réelle ambition avec User, c'est de réconcilier l'ensemble des couples en France pour que le geste de tri ne soit plus une source de conflit, mais un geste simple, fun et ludique qui, en plus de rendre service à la planète, vous rende service à vous. Merci. I was amazed at the collaboration. We get so much done at SAP I/O. Working together with SAP and their customers builds incredible momentum and power for us to scale up. In a very short time, we can create new ideas with collective insights. Interaction with the startup was very efficient. Today we discuss new ways to envision an innovative future for my company. L'objectif commun pour SAP et nous, c'est bien évidemment d'apporter de l'innovation à nos clients.
excited to build a strong relationship with the Green Tech founder I met in SAP. Pas vous, mais nous on s'est vraiment régalé. On a passé 10 semaines terribles avec ces 7 startups. Et je voudrais prendre quelques minutes pour remercier avant tout toute l'équipe de SAP IO élargie. Je vais les demander de se lever. Sarah, Séverine, Léa, Annie, Claire, Nicolas, Alexander. Merci vraiment à eux. C'est grâce à eux que SAP IO fonctionne. I want also to extend this thanks to my colleagues that come really for Paris today from the US and from Germany to join the party tonight. So thank you to all my colleagues at SAP IO. I want also to thank really much all the support we get from our internal colleagues, especially from the S4HANA team and the COL team that really help us help the startup on the integration side. So thank you very much. Et je voudrais remercier aussi toutes les équipes, les coachs, les mentors. On a plus de 50 personnes qui interviennent pour créer des ateliers et aider les startups dans toutes les phases du programme. Ces personnes le font bénévolement et vraiment parce qu'ils aiment cet engagement, ils aiment l'entrepreneuriat. Donc merci vraiment à eux. Et je voudrais vous proposer de continuer cette discussion autour d'un verre. On a préparé un petit cocktail au niveau du stand SAP IO au rez-de-chaussée et vous proposer de se retrouver dans peu de temps, en fait. On va se retrouver en mars pour le lancement de notre 4e promotion autour du Future of Work, avec un démo day prévu mi-juin. Bien sûr, on vous tiendra au courant, mais on compte sur vous pour être présent pour ce prochain événement. Merci à tous. À tout de suite pour le cocktail. Et en attendant, on va prendre quelques photos avec les équipes. Merci à tous. Thank you.